Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre comme Merci à chaque lundi dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on revient sur ce week-end extrêmement dense, extrêmement périlleux en matière de politique internationale après l'échange très dur vendredi dans le bureau ovale de la Maison-Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, accompagné de J.D. Vance, le vice-président américain. Emmanuel Macron a relancé samedi le débat sur un parapluie nucléaire européen. Le président français qui s'est dit prêt à ouvrir la discussion sur une dissuasion nucléaire européenne, et ce afin de compenser un éventuel désengagement des Américains. Déclaration forte qui, si elle se concrétisait, Alexis, serait un tournant majeur pour l'Europe. Évidemment. Alors on y vient tout de suite. Si vous voulez, ces déclarations du président de la République ne tombent pas du ciel. Elles correspondent à deux choses. D'abord, vous venez d'y faire allusion, c'est une scène, c'est un emblème paroxystique du risque de vassalisation de l'Europe auquel vous faites référence à l'instant. C'est-à-dire, effectivement, cette scène qui a été vécue par beaucoup de spectateurs, que ce soit des commentateurs ou des anonymes, comme une scène d'humiliation. Il faut dire comment les choses se produisent. Sous l'œil gourmand des caméras, mais aussi de J.D. Vance, vous venez d'y faire allusion, qui n'est pas le moins sadique de la bande, si vous voulez mon avis, se déroule une véritable scène d'humiliation de Volodymyr Zelensky. Alors Volodymyr Zelensky, il a ses défauts, il a ses qualités, il vient au terme de 3 années d'une guerre extrêmement éprouvante pour son peuple, pour le peuple ukrainien, il vient en recherche en vaine d'une solution, et il se fait faire la leçon devant les télévisions du monde entier. Sur le fond comme sur la forme. Sur le fond comme sur la forme. Ça commence très fort d'abord par des remarques sur sa tenue. Alors, si vous voulez, c'est comme si moi je vous disais, ah bah dis donc, vous êtes mis sur votre 31 à l'antenne, vous voyez. Ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, vous êtes très bien habillé. Ça commence comme ça. Donc déjà, nous avons, si vous voulez, toute la théâtralisation de la mise en accusation et de l'humiliation publique d'un personnage connu du monde entier. Par le président, puis par un journaliste d'extrême droite. Oui, voilà, et par celui qui le reçoit, vous voyez, donc la grossièreté atteint des sommets. Bon. Et ensuite, sur le fond, nous avons une scène devant les télévisions, dans le bureau ovale, où on explique en gros à Zelensky qu'il n'a rien compris au film, qu'il n'a pas les cartes, you have no cards, ça a été répété plusieurs fois, sous l'œil, alors là pour le coup, gourmand, complice, et à mon avis d'ailleurs, encourageant de J.D. Vance, qui est peut-être sur une position plus hardliner encore que celle de Trump. Et qui est beaucoup plus isolationniste encore que le président américain. C'est un idéologue de l'isolationnisme dur. Alors certains disent d'extrême droite, moi vous savez je fais toujours attention à ne pas employer des grands mots, mais en tout cas c'est un nationaliste américain isolationniste et visiblement très hostile à la cause ukrainienne. Peut-être apprendra-t-on d'ailleurs sa proximité avec le chef de toutes les Russies. Peut-être, pas sûr, peut-être. En tout cas voilà. Cette scène-là, ça n'arrive pas si souvent dans le cadre de discussions diplomatiques qui sont souvent... En tout cas, pas devant les caméras. Jamais. Et qui sont souvent des discussions de fond relativement ouatées quand c'est en public. On garde les formes. Hein, un homme, ça s'empêche, disait Camus. Vous voyez, donc un président, ça s'empêche aussi et il met les formes. Donc là, ils n'ont mis aucune forme. C'était un spectacle, a dit le président américain. C'était un spectacle pour la télévision. C'était un spectacle d'humiliation publique de Volodymyr Zelensky. Mais évidemment, cette humiliation publique a renforcé la conviction de nombreux chefs d'État européens, à commencer, on va en dire un mot dans un instant, par Keir Starmer et d'Emmanuel Macron, qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Et sans doute, puisque c'est là-dedans, on va venir à la dissuasion nucléaire, mais que s'inscrit ce propos de Macron, et sans doute commencer à travailler très concrètement, après des années d'ajournement, à ce que nous avons appelé, dans le langage technique, l'Europe puissance. Alors, une précision là-dessus. Vous savez bien que l'Union européenne, telle qu'elle a été fondée, n'est pas d'abord un continent scellé, soudé par une unité politique. Elle est d'abord une organisation de nature économique, financière, douanière. Ça a sa légitimité, le problème n'est pas là. C'était Jean Monnet d'ailleurs qui en avait été l'instigateur, mais on connaît la proximité historique de Jean Monnet, qui était un homme bien, je ne le mets pas du tout en cause, avec les Américains. Or, cela arrangeait beaucoup pendant la guerre froide des Américains d'avoir une Europe qui s'organisait sur le plan économique, avec sous le parapluie du plan Marshall, etc., mais qui n'avait pas forcément vocation à devenir une entité politique. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune journaliste au Figaro, j'étais très en contact avec les néoconservateurs américains, je me souviens des polémiques très intenses qu'ils avaient mises en scène contre l'idée que l'Europe puisse passer à la phase Europe-puissance. Depuis toujours, les Américains, ils sont en fait opposés, quelle que soit leur sensibilité. Mais là, nous avons manifestement des gens qui vont tellement loin
qu'il provoque chez la plupart des chefs d'État européens. Vous allez voir, c'est pareil chez Merz en Allemagne. Le nouveau chancelier allemand. Évidemment, le nouveau chancelier. Il provoque le désir de se mettre enfin autour d'une table pour passer à cette phase difficile, certes, à construire, qui serait celle de l'Europe puissante. Parce que ces capitales européennes, Alexis, considèrent que les garanties américaines pour la sécurité du vieux continent ne sont plus suffisamment fortes. Je pense qu'il y a deux aspects. Si les gens, enfin ces chefs d'État qui ont des renseignements posent les choses, ils savent bien que l'Amérique n'est pas devenue un ennemi de l'Europe. C'est pas en ces termes-là que ça se pose. En revanche, ça va dans votre sens. Ils savent très bien que c'est en termes de reliable. On ne peut plus véritablement compter sur les États-Unis quand on est un Européen pour se défendre. Et donc, effectivement, la conséquence, c'est que nous avons un serpent de mer là, de la politique française qui revient, et Macron y a toujours pensé, c'est au fond de mettre en commun. Alors, il ne va pas le faire comme ça, mais le bouton nucléaire. Alors, je sais que ça choque beaucoup, ça crée un débat très intense en France. Notamment sur la question je ne prends pas parti sur ce débat. Du maintien de l'autonomie de décision de la France. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, vous auriez une configuration, j'imagine, et il y pense, où vous auriez un certain nombre de protagonistes de l'Union européenne, à commencer par les Allemands, qui auraient leur mot à dire en cas de... Ce que la France conteste, hein. Non, mais bien sûr. Mais je pense que quand on ouvre la discussion, on a une idée en tête, il n'a pas été plus loin. Mais pourquoi c'est intéressant d'en parler ? C'est pas tellement parce que ça va déboucher sur une mise en commun de l'arme nucléaire. Ça, effectivement, je ne le pense pas. En revanche, c'est un révélateur du fait que l'attitude américaine actuelle, de l'administration américaine actuelle, est un électrochoc pour les Européens. Et ceci, évidemment, est en lien avec la manière dont, visiblement, là, depuis cette scène d'humiliation de Zelensky, les Européens, Keir Starmer et Emmanuel Macron en tête, souhaitent voler au secours de l'Ukraine. Donc, voyez bien qu'il y a là l'affirmation, je ne suis pas en train de vous dire que ça va aboutir, hein, je suis très prudent, mais il y a là l'affirmation d'un vouloir-être, on peut le dire comme ça, hein, d'un vouloir-être européen qui transcende jusqu'ici les divisions très profondes qui existent au sein de l'Union européenne et surtout qui ce vouloir-être, Alexis, est partagé par toutes les capitales européennes, notamment les plus atlantistes. Je pense que non. Je pense que nous allons retrouver très rapidement, à la faveur de cette nouvelle scène, des nuances très fortes entre ces capitales et surtout le fait que vous avez une grande partie de l'Europe centrale, pour des raisons historiques d'ailleurs aisément compréhensibles, qui, elle, en dépit de ce qu'est Trump, etc., de son imprévisibilité, continue à compter humainement sur le parapluie et sur la protection des États-Unis. Donc c'est plutôt, s'il faut aller vite, pour reprendre un mot que Michel Rocard m'avait tenu à l'époque quand j'étais journaliste au Figaro, c'est plutôt l'Europe carolingienne, celle de l'Ouest, organisée autour de, entre guillemets, du moteur franco-allemand, qui est en train de prendre ce tournant-là. Mais ça va concerner à terme, vous voyez bien, des petits pays comme le Danemark, la Hollande, etc., qui sont tous ulcérés par Trump. Donc nous avons probablement la remise en marche à un certain niveau, on va dire supra, d'une dynamique de la construction politique qu'à juste titre, beaucoup de commentateurs présentaient comme encalminée depuis une quinzaine d'années. C'est évident que c'est ça qui va se produire. On reviendrait à la France. Alors, c'est le rêve de notre président de la République. Je ne sais pas s'il rêve à juste titre ou s'il fantasme, vous voyez, mais effectivement, il dispose en tout cas de quelques leviers. Mais effectivement, vous avez absolument raison. Il se dit, la commission de Bruxelles n'étant pas une puissance, il faudra bien qu'elle s'incarne d'une façon ou d'une autre, et je serai, sinon celui qui incarne cette puissance, du moins l'un de ses émissaires. C'est ça le calcul français. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on vous retrouvera dès demain pour une autre chronique. Bon après-midi. Avec plaisir. Ah oui, à vous aussi.